Ça y est, les résultats du baccalauréat ont été rendus publics ce lundi. Sur un peu plus de 205 000 postulants, plus de 81 000 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 39,66% en hausse contre 36,23% l'année dernière. Ce lundi, on s'intéresse aussi à la clôture de la première session ordinaire du Parlement ivoirien. Elle aura permis de voter plusieurs lois ressassées ce lundi par Guillaume Soro dans son discours de clôture. Les députés ivoiriens sont donc officiellement en vacances pour 3 mois. Dans l'actualité sanitaire, le top départ du vaste programme de nettoyage et de désinfection des marchés. Il vise à prévenir l'expansion de foyers de grippe aviaire sur le territoire ivoirien. 57 marchés sont concernés par l'opération dans le district d'Abidjan. Et puis à l'étranger, le Sénégal, où s'est ouvert aujourd'hui le procès d'Hissène Habré. L'ex-président tchadien comparaît pour crime contre l'humanité, crime de guerre et torture, refusant de comparaître devant des juges qu'il dit ne pas reconnaître. Hissène Habré y a été conduit manu militari. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. Et le grand format ce soir nous permettra de découvrir l'importance du nouveau pont qui désenclavera bientôt 4 régions de la Côte d'Ivoire, le Gontougo, l'Ifou, le Gbeke et le Hambol, un sujet à suivre dans un peu plus d'un quart d'heure. Et ces images du président de la République qui a quitté Abidjan ce matin pour Brazzaville, la capitale du Congo. Alassane Ouattara répond ainsi à l'invitation de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État ivoirien prendra part à la 4e édition du Forum économique Forbes Afrique 2015. La rencontre se penchera sur la révolution numérique comme accélérateur de la croissance africaine, sujet sur lequel se prononcera à la tribune le président Ouattara. En marge du forum, il aura également des entretiens avec son homologue congolais et certaines personnalités participant au forum. Il est attendu à Abidjan demain mardi 21 juillet. De la joie ou de la tristesse, des sentiments qu'on a retrouvés dans les centres de proclamation des résultats du baccalauréat ce lundi. Des résultats qui révèlent une hausse du taux de réussite sur un peu plus de 205 000 postulants. 81 359 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 39,66% cette année contre 36,23% en 2014. Des chiffres rendus publics par la direction des examens et concours, le point avec Doigt des Lasers. La moisson a été bonne pour les candidats aux examens du baccalauréat 2015. Sur 205 133 candidats présents dans les 375 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national, 81 359 ont été déclarés admis par le jury, soit un taux de réussite de 39,66% contre 36,23% en 2014. Selon la directrice des examens et concours, Mariam Nimaga Dosso, ces résultats ont été obtenus grâce à l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique dans la mise en œuvre d'une politique éducative de qualité. Le taux national d'admission a progressé de 3,43% par rapport à 2014. Il faut aussi noter que sur les 92 250 filles présentes, 36 811 sont admises, soit 39,90%. Et sur les 112 882 garçons présents, 44 547 ont réussi leur baccalauréat avec un taux de 39,46%. Le taux de réussite par genre est donc meilleur chez les filles. La politique de l'école gratuite et obligatoire, la construction de plus de 15 000 salles de classe du primaire, de 170 collèges et le recrutement de plus de 35 000 enseignants de 2011 à 2015 ont permis à l'école ivoirienne d'avoir des fondamentaux assez solides. L'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville présente, elle, de bien meilleurs résultats scolaires. Pour cette année, l'école a fait un score de 100% au BEPC, 100% au BT et même 100% au baccalauréat. Les meilleurs élèves de ce carton plein ont été récompensés aujourd'hui au cours d'une cérémonie suivie du baptême de la promotion sortante. Hamza Diaby.
100% de réussite au BEPC 2015, 100% au BT maintenance, engins et électronique, 100% au baccalauréat toutes séries confondues. L'EMPT, l'école militaire préparatoire technique, confirme son statut d'établissement d'excellence. Ce lundi, les meilleurs sont célébrés et récompensés. Les résultats de l'école, l'EMPT, ne nous surprend pas, mais là, cette année, ils ont fait très fort et qui démontrent chaque année que vraiment c'est une école d'excellence. Et aussi, on a constaté que les filles ont de très bons résultats et nous sommes sûrs que les réformes que nous sommes en train d'engager, à savoir avoir un cycle supérieur, donc se justifient pleinement. Les élèves n'ont pas été les seuls à recevoir des prix. Enseignants et partenaires méritants ont aussi été décorés. L'honneur est grand pour nous de recevoir cette reconnaissance de la nation. Mais plus grand encore est le défi qui nous est lancé de demeurer désormais des exemples parmi les nôtres. Pour le commandant école, le colonel Soro Kodon Pagaforo, les résultats 2015 sont certes appréciables, mais il ne faut pas s'enorgueillir et oublier que les défis à venir sont grands. Avec ces résultats, l'on peut tenter de dire que nos objectifs sont atteints et croiser les bras. Eh bien non. Notre prochain objectif, et c'est l'engagement que je voudrais prendre en votre nom et au nom de tout le personnel de l'école, en plus des 100% au BPC et au baccalauréat, obtenir le meilleur bac de Côte d'Ivoire de l'année 2016. Un autre temps fort de cette cérémonie a été le baptême de la promotion sortante, désormais promotion Adama Tungara. Autre sujet, les travaux officiels de la Commission nationale de sélection et d'affectation ont été lancés ce matin. L'objectif étant de faire le point des préinscriptions pour l'orientation dans les filières de la formation professionnelle, l'éclairage de Grace Kando. La formation professionnelle se présente comme la voie à suivre par la jeunesse qui aspire à des compétences adéquates en vue de s'insérer dans la vie active. C'est pourquoi la Direction de l'orientation et des bourses du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle projette une rencontre à Yamoussoukro du 28 juillet au 6 août prochain pour plancher sur l'orientation des élèves. Mais avant, la Commission nationale se réunit. Objectif, faire le point de préinscription en vue de l'orientation dans les filières de formation professionnelle lancée depuis le mois de mars. Nous avons 11 736 demandes qui ont été formulées et donc il était important pour nous de pouvoir les présenter par filière afin de pouvoir bien sûr procéder à l'orientation de nos enfants dans notre ordre d'enseignement. Les travaux de la commission vont porter sur toutes les demandes qui ont été formulées par région. Nous allons travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir peaufiner ces demandes qui ont été formulées afin de répondre aux besoins de nos parents, aux besoins de nos enfants qui aspirent à entrer dans notre ordre d'enseignement. Je vous exhorte à travailler avec rigueur, abnégation, pour que les résultats de vos travaux soient de qualité, pour qu'il n'y ait pas de contestation. Les fondateurs d'établissements font des propositions pour l'insertion des jeunes. Nous avons des locaux, nous avons des équipements, nous avons du personnel qualifié et nous sommes tout oui pour toutes sortes de propositions qu'ils aimeraient bien nous faire pour que au moins ces enfants-là puissent continuer leur circuit et aller devant. La rencontre s'est achevée par la distinction des meilleurs directeurs régionaux et départementaux du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Dans l'actualité ce lundi, la clôture de la première session ordinaire du Parlement ivoirien, une session au cours de laquelle plusieurs lois ont été votées. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est revenu justement sur ces lois adoptées d'avril à ce jour. La fin de cette première session parlementaire marque également le début de 3 mois de vacances pour les députés ivoiriens à compter de ce jour. Le récit de Michel Digré. La première session ordinaire 2015 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire referme ses portes ce 20 juillet avec 22 textes de loi adoptés.
Le président du Parlement est revenu sur 2 lois majeures qui auront marqué cette session. La nouvelle loi portant code du travail crée un environnement propice à la compétitivité et à l'efficacité des entreprises, à la promotion et à la réglementation de l'activité syndicale, à l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés, à la protection des couches vulnérables, au renforcement des capacités de l'administration du travail. Je veux, avec vous, me réjouir de l'adoption par le Parlement de la loi d'orientation agricole. Abordant le chapitre des tests répressifs contre le terrorisme voté par les députés, Guillaume Soro fait des recommandations. Nous devons nous employer à créer les conditions du tarissement des sources de ce fléau. Une lutte intelligente de tous les intrants contre la pauvreté et l'ignorance. Une action marquée en faveur de la tolérance religieuse, appuyée par un refus catégorique de tous les extrémismes. Mais surtout, n'indexons pas les religions, car aucune d'elles n'appelle à la haine de l'autre et n'incite au meurtre. Le président de l'Assemblée nationale a terminé son discours en invitant les députés à profiter de leurs vacances parlementaires pour sensibiliser les populations à des élections apaisées. C'est dès aujourd'hui que vous devez rejoindre vos circonscriptions respectives pour expliquer à vos électeurs comment fonctionne la démocratie, combien est importante leur participation active aux différentes consultations électorales et pour leur donner l'assurance que les élections présidentielles se dérouleront dans la transparence, la sérénité et la confiance retrouvée. Enfin, la phrase que tous attendaient après 3 mois de travaux parlementaires. Je déclare close la première session ordinaire de l'année 2015. Bonnes vacances. Et avant de prendre leurs vacances, les élus du peuple ont donné leurs avis sur les lois votées au cours de cette première session ordinaire de l'année 2015. Ils sont au micro de Michel Digré. Il y a eu près d'une vingtaine de lois, mais en fait, celle qui a le plus attiré mon attention, c'est la loi portant donc orientation de l'agriculture. Il s'agira donc de doter l'agriculteur, le paysan, d'un statut qui puisse en fait lui permettre de mieux le prendre en compte. Et partant de là, cela permettra aussi d'accroître la production, surtout dans nos milieux ruraux, et enfin de pouvoir doter chaque habitant de la Côte d'Ivoire, chaque paysan, d'un avenir radieux, d'un avenir meilleur. Nous avons été heureux au niveau de l'Assemblée nationale de prendre les dispositions accompagnant le gouvernement ivoirien dans le cadre quand même des dispositions sécuritaires de notre pays. Au-delà de ça, nous avons travaillé sur beaucoup de lois, la Cour des comptes que vous connaissez, qui est une loi de transparence dans la gestion du gouvernement. Et je pense qu'avec toutes les dispositions que nous avons prises au cours de cette session, on peut dire que la Côte d'Ivoire est bien partie et que le président de la République est en train d'amorcer l'émergence de notre pays. Ces lois permettront de mettre tout le corps social en mouvement pour soutenir le progrès économique et social et renforcer la paix sociale dans le pays. Dès que nous sommes en vacances, ici, nous retournons sur le terrain auprès des populations. Pour faire quoi? Pour leur expliquer les différentes lois que nous avons votées ici et aussi pour les assister dans leur quotidien. Dans l'actualité sanitaire, le top départ du vaste programme de nettoyage et de désinfection des marchés, il vise à prévenir l'expansion de foyers de grippe aviaire sur le territoire ivoirien. 57 marchés sont concernés par l'opération dans le district d'Abidjan. C'est ce que nous apprend Alexise Ouedraogo. Début avril 2015, une épidémie de grippe aviaire frappe le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, qui partage une frontière avec le pays, sonne l'alerte. Un dispositif est mis en place pour que le mal n'entre pas en Côte d'Ivoire. 2 mois plus tard, en dépit des actions de lutte, un foyer de la maladie se signale à Bouaké. Très tôt, la mobilisation se fait pour circonscrire la zone et éviter l'expansion du fléau. Ce matin, le ministre des Ressources halieutiques était à Koumassi, à Abidjan,
pour lancer le programme de nettoyage et de désinfection des marchés du district. Aujourd'hui, nous sommes dans le district d'Abidjan et notre objectif, c'est de pouvoir désinfecter tous les marchés, tous les points de vente de poulet pour éviter que la maladie ne s'implante. Donc nous avons commencé par Koumassi, qui est un point critique, puisque de plus en plus, il y a des alertes sanitaires qui nous parviennent, comme quoi il y a des mortalités de poulets. Mais lorsque nous procédons donc à la désinfection des points de vente, vous avez vu que ces points-là maintenant sont vides, puisqu'il n'y a plus de volailles. Mais une fois la désinfection est faite, on va faire venir les poulets et on pourra les consommer sans aucune difficulté. Une initiative saluée par les acteurs du secteur. Il va de notre propre santé d'abord, avant la population. Il ne faut pas qu'on va vendre aussi des poulets malades à la population. 185 millions de francs CFA ont été décaissés pour ce programme. Il devrait toucher 57 marchés. À 48 heures de la visite d'État du président de la République dans le district du Woroba, son épouse, la première dame Dominique Ouattara, déroule ses actions sociales. Deuxième étape de cette activité, dans le département de la région du Béret, la ville de Dianra, chef-lieu de région. Dominique Ouattara y a fait des dons à travers la directrice de cabinet de la première dame, Patricia Sylvie. Ce sont des lots de matériel d'une valeur de 100 millions de francs CFA qui ont été offerts à la population. Thomas Guessambi. En allant à la rencontre des présents de la première dame Dominique Ouattara, Dianra, le pays Gbato et Nigbi voulait à la fois savourer son plaisir, mais surtout montrer sa capacité de mobilisation. Yao Patricia Sylvie, représentant la première dame et la délégation qu'elle conduit, en sont visiblement impressionnés. Si bien que ce sont avec beaucoup de joie et d'empressement que les dons pour divers domaines d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA de l'épouse du chef de l'État sont remis à Dianra. Avec M. Déa Bataki, M. Kara. Merci pour cette belle mobilisation qui en dit long sur ce qu'il en sera la semaine prochaine quand le grand chef lui-même sera là. Je pense que ça, c'est une démonstration en prélude à la présence du président de la République. Fontagbe dit de vous dire qu'elle vous aime. Les dons que nous vous apportons ont une valeur. On a dit 100 millions. Mais au-delà de la valeur numérique, il faut voir l'importance de ces dons. Ils valent 100 millions. Mais quand vous allez les utiliser, quand les coiffeuses vont travailler grâce à tout le matériel qui leur est apporté, quand les couturiers vont travailler grâce à leur machine à coudre et à tout le matériel qui va avec, quand les femmes qui sont dans l'agriculture, qui sont dans le vivrier, qui sont dans les cultures maraîchères, quand toutes ces femmes vont se mettre au travail pour avoir des revenus qui vont changer leur vie, qui vont métamorphoser la vie des familles de Dianra, ce ne sera plus 100 millions que ces dons vaudront, mais peut-être 10 fois 100 millions, car ils vous permettront d'avoir les moyens de vivre, d'avoir les moyens de vous prendre en charge. Devant cette attention particulière, la première du genre accordée à la cause de sa circonscription, Konetrissa sait traduire la reconnaissance des siens. Au nom des populations de Dianra, toutes catégories socio-professionnelles confondues, je voudrais m'adresser à Madame la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et lui dire merci d'avoir pensé à Dianra dans la ronde des visites d'État que son illustre époux, son Excellence le président Alassane Ouattara, s'est fait un devoir de rendre à toutes les villes, toutes les régions de Côte d'Ivoire, sans exclusive. Madame la première dame est toujours accourue comme une bonne fée en précurseur, apporter la joie, apporter le rayonnement sur les visages, apporter la fête tout simplement
dans les foyers, dans les communes, dans les villes et dans toutes les campagnes de Côte d'Ivoire. Merci, Maman Dominique. Une plus grande et défiante mobilisation. C'est ce que Diarra veut montrer au monde quand le couple présidentiel y sera dans quelques jours. Et lors de ce périple présidentiel, le chef de l'État marquera un arrêt dans le Bafing, à Touba et Ouaninou. Les dernières retouches avant le grand jour nous sont proposées par Eve Boué. Le nouveau visage de la région du Bafing se dessine à seulement quelques heures de l'arrivée du président de la République. Ici, à Ouaninou, localité où se tiendra le premier meeting, on donne les derniers coups de machette pour dégager rues et lieux de rencontre. Même les élus sont à la tâche. Mobilisation oblige, les femmes se donnent les dernières consignes. On a mis quelque chose dans notre mausolée d'abord. On dit, première dame, sa délégation va arriver mardi. Donc on est prêt pour les recevoir. L'arrivée du chef de l'État, une réalité dans le pays profond, comme ici à Gangwe, localité située à 7 km de Ouaninou, l'on ne se fera pas raconter l'événement. On sera tous à Ouaninou. Même s'il n'y a pas de camion, on va marcher à pied pour partir. Parce que c'est un président, depuis que nous sommes nés, on n'a jamais quelqu'un comme lui. À 23 km de là à Touba, capitale du Bafing, les derniers réglages sont visibles dans toute la ville. Construction d'arcs de triomphe, pose d'affiches grandeur nature, ville parée aux couleurs nationales, tout est fin prêt pour accueillir l'illustre hôte. Pour élus et population, pas de doute, la mobilisation est sonnée et l'accueil sera inoubliable. Le jour J, toute la population sera mobilisée comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Par rapport à toutes ces visites, pour Touba va se citer parmi les autres. Tout le monde est mobilisé pour l'attendre. Tout le monde est mobilisé. Tout le monde est mobilisé parce qu'il y a très longtemps on entendait ça. Pendant l'arrivée du président, bon, nous on va beaucoup danser, on va faire des trucs. Bon, on l'attend, en tout cas, on l'attend. Il est certain que cette visite sera pour les populations de Ouaninou, Koro et Touba une occasion de rendre hommage au chef de l'État pour le nouveau visage de leur région. Après le district du Woroba, ce sera au tour de la région des Grands Ponts d'accueillir le président Alassane Ouattara pour une visite d'État, visite pour laquelle les populations de Grand Laou sont mobilisées depuis environ 7 mois. La date prévue est le 3 août prochain. L'information a été portée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, aux élus, cadres et autorités administratives de la région. La rencontre s'est déroulée ce lundi à l'hôtel du district d'Abidjan. Les détails avec Sylvie Touré. La dernière fois qu'il s'y est rendu, c'était pour inaugurer le pont de Jacquesville. La prochaine fois, ce sera pour y effectuer une visite d'État et elle aura lieu le 3 août prochain. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a appelé élus et cadres des Grands Ponts à saisir l'opportunité de la présence du chef de l'État dans leur région. Partout où nous sommes passés, les visites d'État ont été un grand moment de communion entre le président et les populations et ça a été une vraie opportunité pour régler des problèmes concrets. Contrairement aux précédentes visites d'État, le président de la République ne sillonnera pas l'ensemble des départements de la région pour des contraintes de calendrier. Il se rendra seulement à Dabou, chef-lieu de région. Les populations des 2 autres départements, à savoir Jacquesville et Grand Laou, devront donc converger vers Dabou. C'est un grand bonheur et pour lancer un appel aux populations et leur dire que voilà que l'homme qui incarne l'État vient à eux et leur demander, quelles que soient les chapelles politiques, de sortir comme un seul homme de tous les hameaux de Grand Laou, de Jacquesville et de Dabou pour accueillir le président de la République le 3 août à Dabou. Non, mais les préparatifs se font, des tournées ont été faites dans les villages, plusieurs réunions ont été faites, des commissions ont été mises en place, parce qu'on ne peut quand même pas attendre une semaine avant pour pouvoir organiser la réception du président de la République. Donc vous comprenez avec moi que ça fait déjà quelques mois que nous sommes en train de travailler et nous espérons que le jour J, nous montrerons notre mobilisation. Au nom du député maire du département de Grand Laou, l'honorable Dia Jean, je peux vous dire que Grand Laou n'est pas du tout déçu. Grand Laou sera
à Dabou, à le chef-lieu de région. Et notre joie ne va pas retomber parce que nous sommes convaincus que le président a d'autres visites et que Grand Laou sera sur son calendrier. Le ministre d'État a tout de même promis aux cadres de Jacquesville de Grand Laou qui souhaitent voir leur localité inscrite à l'agenda de cette visite d'État qu'il portera leurs doléances au président de la République. Ahmed Bakayoko a également annoncé aux cadres du Zanzan qu'il avait également convié que le Conseil des ministres, qui n'avait pas pu se tenir lors de la visite d'État dans la région, aura lieu le 29 juillet prochain à Bondoukou. Question de respecter ce qu'il convient d'appeler désormais la tradition. Retour sur la visite d'État du président de la République qui s'ouvre après-demain dans le district du Woroba en vue de réserver un accueil chaleureux au président de la République. À sa descente d'avion à l'aéroport de Mans, autorités, élus et cadres du département de Mans multiplient les rencontres à l'aéroport de la ville où se posera l'avion du chef de l'État. Tout est fin prêt, connaît par Gassoro. Le président de la République, Alassane Ouattara, entamera sa visite d'État dans le district du Woroba le mercredi 22 juillet dans la région du Bafing. Avant son départ à Touba, le chef de l'État fera une escale à l'aéroport de Mans. Une escale qui, selon autorités, élus et cadres du département de Mans, doit faire tache d'huile. C'est vraiment une grande joie pour nous de recevoir le président avant qu'il aille officiellement à Touba. Bon, on nous a dit que c'est une petite escale technique et tout ça, mais c'est après tout le président de la République. Les 15, 20, 30 minutes qu'il fera à l'aéroport de Mans, il faut qu'il ait envie de rester même à Mans, il faut qu'il ait envie de revenir ici de façon à ce que la population de Mans n'ait pas de regrets par la suite. Pour les populations, l'arrivée du président de la République à l'aéroport de Mans est salutaire. En tout cas, la ville est à tout moment motivée. On attend l'arrivée du président. C'est toujours quelque chose d'intéressant que de voir le président chez soi. À l'aéroport de Mans, où l'avion du président de la République se posera, tout est fin prêt. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts depuis fort longtemps. D'abord, on a toutes les installations qu'il faut. En tout cas, tout sera prêt le jour J pour recevoir le président en toute sécurité et sûreté. Notons que la ville de Mans ne fait pas partie du district du Woroba. Néanmoins, autorités, cadres, élus, population, tous sont mobilisés pour réserver au président de la République, Alassane Ouattara, le 22 juillet à l'aéroport de Mans, un accueil triomphal et inoubliable avant son départ pour Touba. Je vous le disais en début de journal, bientôt 4 régions de la Côte d'Ivoire, à savoir le Gontougo, l'Ifou, le Gbeke et le Hambol, bénéficieront d'un nouveau pont. Grâce à cette infrastructure, les 3 millions d'habitants de ces 4 régions n'auront plus à subir les difficiles trajets pour se rendre d'une région à l'autre. Un désenclavement bénéfique pour le commerce et les échanges. Un investissement de près de 4 milliards de francs CFA consenti par le gouvernement et la Banque mondiale dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Le grand format est signé Christelle Mena. De l'acier, du béton, du bitume et une expertise portugaise pour que le transport entre la région du Gontougo et celle de l'Ifou ne soit plus un calvaire. Bon, avant qu'on vienne sur Abidjan, pour venir sur le village, tu es obligé d'apprêter un demi-cas pour te mettre à Prikoro. Des Prikoro, maintenant il faut appeler le village. Le véhicule te descend à Prikoro à partir de 17h, mais tu appelles le village ici, on va te laisser jusqu'à 20h, c'est à minuit tu vas rentrer au village ici. Vraiment, moi je suis beaucoup content pour le pont. Le nouveau pont enjambe le fleuve Komoé. Il est construit entre les villages de Sirébou et d'Imondougou. Mais au-delà, il permet de relier 4 régions, le Gontougo, l'Ifou, le Gbeke et le Hambol. C'est environ 3 millions d'habitants qui en bénéficieront. Quand on a évalué l'impact que va avoir ce projet par rapport aux autres projets, il était nécessaire donc, de construire ce pont qui va vraiment redynamiser donc, toute cette région. Pour mener à bien ce projet, nous avons consulté les populations. Un plan d'action a été mis en place pour réaliser les services sociaux de base pour améliorer leurs conditions de vie. Ce pont faisait partie des priorités du gouvernement. La construction du pont a coûté près de 4 milliards de francs CFA au gouvernement dans le cadre du PRICI, projet d'urgence de renaissance des infrastructures. Rattaché au ministère des Infrastructures économiques, le PRICI est cofinancé par la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire à hauteur de 50 milliards de francs CFA chacun.
Il était important de relancer un peu les activités économiques dans les différentes régions. Donc le précis a été l'initiative mise en place. L'objectif, c'était donc de mettre en place dans ces villes, chefs de district, un paquet d'investissements, que ce soit au niveau des infrastructures et des équipements, pour apporter des services essentiels pour la croissance économique. L'enjeu majeur du pont, le trafic routier entre le Gontougo, l'Ifou, le Gbeke et le Hambol. Sa longueur, 153 mètres, épargnera aux transporteurs de l'axe Bondoukou-Boaké un détour de 200 km. Si tu es à Bondoukou, tu vas à Abidjan, à partir de Tanda, tu prends la voie de Sandégué. De Sandégué et Sérebou, ça fait 50 km. Tu viens sur Sandégué directement, la voie tu accroche, ton 5e déjà tu es à Abidjan, tu n'as pas de problème. Or avant, on était obligé de passer par Anibrekro à Bangourou, jusqu'à pour aller à Yakassime, rentrer jusqu'à Bonaouin. De Bonaouin, on sort là, maintenant on va à Zopé. Ceux qui doivent coûte que coûte traverser le fleuve Comoé utilisent le bac mis à disposition par l'Agéroute. Un bac qui s'avère inaccessible lorsque la Comoé est en crue. Ne reste plus alors que la pirogue comme moyen de navigation, une situation qui a provoqué l'enclavement de cette zone, traversée pourtant par une route à fort potentiel. C'est une voie internationale qui relie le nord de la Côte d'Ivoire à l'est de la Côte d'Ivoire. Et au nord, on a la frontière du Mali et du Burkina, et à l'est, on a la frontière du Ghana. Donc ce n'est pas seulement une voie qui va permettre aux Ivoiriens de circuler, mais ça va permettre une fluidité d'échange entre ces pays et nous. L'axe Sandégué-Sérebou pourra donc à nouveau prétendre à un trafic plus important. C'est aussi le cas de celui qui relie Sandégué à Boaké ou à Dabakala, avec pour carrefour la commune de Bassawa. Monsieur le maire, Bassawa se situe à 54 km de Dabakala et 126 km de Boaké. Oui, tout à fait. Concrètement, ce pont, qu'est-ce que ça apporte à Bassawa? Le pont va permettre à Bassawa de jouer son rôle de ville carrefour. Bassawa va gagner gros, parce que les passagers en provenance de Bondoukou-Sandégué vont faire escale ici. Les tenanciers de Maki vont en profiter. Nous avons un hôtel campement, ils vont passer la nuit. Tout ça, ça fait rentrer les devises à la commune de Bassawa. Une augmentation et une amélioration du trafic routier qui ont pour conséquence directe l'augmentation des échanges commerciaux. Un grand projet d'EVA Culture se développe actuellement du côté de l'Ifou, quand l'igname et les noix de cajou font la réputation du Gontougo. Dans la zone, on espère désormais écouler l'igname à des prix plus raisonnables. Le pont va faire qu'on aura un prix bien abordable, soit à 200 francs le kilo d'igname, parce qu'il aura la route, il aura la concurrence sur le marché. Et vraiment, on va s'en sortir, on va bien nourrir nos familles, on va se prendre en charge, même on va se soigner mieux. Beaucoup de changements sont attendus et certains sont déjà vécus. La construction du pont a transformé Sérebou, village de 700 âmes, autrefois laissé pour compte. Sérebou, grâce à ce pont, a pu bénéficier d'une école primaire de 6 classes, un apatam pour le village. Il y a aussi la construction d'une mosquée. Au départ, on avait des maisons en terre battue. Avec la construction du pont, nous avons réalisé 37 habitations de type moderne en dur et avec des commodités à l'intérieur, telles que douche, toilettes. En plus des avantages économiques, il y a les liens sociaux que le pont va contribuer à raffermir. Les familles naguère éloignées par la Comoé pourront se fréquenter plus que d'usage. Il faut dire que les populations des 4 régions sont alliées. Les populations de Sérebou et de Sandégué, mais plus largement des régions du Gontougo, de l'Ifou, du Gbeke et du Hambol, n'attendent plus que l'inauguration du pont qui devrait se faire, dit-on, dans quelques semaines. Une chose est sûre, le nouveau pont fera du bac et des crues de la Comoé un mauvais souvenir. Voilà, c'était le grand format proposé par le service politique de la rédaction. À l'étranger, en bref et en images, le Sénégal où s'est ouvert ce lundi le procès d'Hissène Habré. L'ex-président tchadien comparaît pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, refusant de comparaître devant des juges qu'il dit ne pas reconnaître. Hissène Habré y a été conduit manu militari et dans une grande bousculade pendant que ses partisans, eux, étaient expulsés de la salle d'audience. C'est donc dans une ambiance tendue que s'est déroulée cette première journée d'audience du procès Hissène Habré, procès attendu par les victimes depuis 15 ans. De son côté, la Cour doit statuer si l'ex-président tchadien peut être forcé à comparaître contre sa volonté. D'ici le 22 octobre, les juges entendront 100 témoins. Hissène Habré en cours entre 30 ans de prison et des travaux forcés à perpétuité.
On termine avec ce message du président Alassane Ouattara adressé à son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le Président, j'ai appris avec une grande consternation la perte d'une dizaine de soldats de l'armée algérienne suite à l'embuscade tendue par un groupe terroriste le vendredi 17 juillet 2015, jour saint de l'Aïd el-Fitr, à Ain Defla, au sud-ouest d'Alger. Partageant la peine de la nation algérienne, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Excellence et aux familles éplorées nos sincères condoléances et vous prier de bien vouloir transmettre aux blessés nos vœux de prompt rétablissement. Très haute considération, c'est signé Alassane Ouattara et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.